Merci de rester avec nous sur Antenne A. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Les députés nationaux et coordonnateurs de Ouazalendo, section Sud-Kivu, Justin Bitakwira a regagné Kinshasa depuis mercredi après un périple de mobilisation de ces hommes sur le front. Justin Bitakwira est revenu notamment sur le bien fondé à la fois de sa mission effectuée à l'est du pays et aussi au comportement de certains compatriotes qui traitent avec les ennemis de la République démocratique du Congo, ici dans ses commentaires d'Africa Mujinga. Suivez. Après 14 jours de travail acharné au front dans le sud Kivu, plus précisément à Uvira, avec les partisans Ouazalendo dans le cadre de la lutte contre l'agression rwandaise sous les supplétifs AFC M23, le député national et coordonnateur de Ouazalendo, Justin Bitakwira Biona Aï, a regagné Kinshasa ce mercredi 26 mars 2025, satisfait d'avoir accompli une mission hautement patriotique. C'est vrai, je viens du front, principalement le front d'Uvira. Je tiens d'abord à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a facilité ce voyage. Et je n'ai pas manqué aussi à remercier le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui, de tous les pays du monde, il est le seul à pouvoir nous appuyer. J'ai vécu la réalité. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller diviser les gens. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller demander du travail, parce que j'ai du travail, je suis député. Je suis allé à Uvira pour réconforter le moral des Ouazalendo. Et je promets à ceux de Mwenga, Kalehe, Chabunda, même ceux de Walikale, que nous sommes de cœur avec eux. J'encourage ceux qui se battent vers Kaziba Nyangezi. Nous sommes de cœur avec eux. Que faire face à la traîtrise? Pour faire face à cette traîtrise, je crois que nous avons vendu nos âmes. Nous avons vendu nos âmes. À Kagame particulièrement. Même avec $100, il est capable d'acheter quelqu'un. J'ai dénoncé ce qui est vrai. Certains leaders de Bukavu qui avaient adressé des lettres à la population et demandé à l'armée de quitter Bukavu pour qu'ils accueillent chaleureusement ces rebelles. Et toute notre armée, la population a fui. Les rebelles ne sont arrivés que 48 heures après. En sa qualité de mobilisateur et encadreur de Ouazalendo, les petits-fils à sa grand-mère appellent le jeune à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Moi-même, c'était parmi ma mission d'inviter d'autres jeunes de suivre notre armée. Ce qui est vrai est devenu faible. À Uvira, j'ai remarqué qu'elle est moins visible, mais aussi j'ai donné des observations, j'ai tenu des réunions avec les chefs de Ouazalendo. Certains commençaient à vouloir nommer les gens dans les entreprises publiques, aller nommer, je ne sais pas, aller mettre des gens par force avec des armes à la main. Nous avons dit non, il n'y a pas d'administration parallèle. Il reste l'administration de Kinshasa à Uvira. Et j'ai demandé à tout le monde de respecter cette consigne-là. Et je suis sûr que ça a été respecté. Bref, nous faisons face au Rwanda. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre contre le président Tshisekedi. Non. Cette guerre, c'est pour nous arracher nos terres. C'est pour nous rendre des esclaves. Donc Kagame à la tête, qui veut être le plus grand esclavagiste dans la sous-région. Il faut rappeler que le député national, l'élu d'Uvira, a été nommé responsable de Ouazalendo dans le sud Kivu en février 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi cette réunion interinstitutionnelle qu'a présidé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, focalisée notamment sur la question relative à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions,
dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Et puis nous allons continuer ce journal. L'insécurité va de plus en plus grandissante dans la ville de Kinshasa, dans la commune d'Ngiringiri. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué par de bandits à main armée après qu'ils lui ont extorqué une somme, d'après les témoignages de quelques personnes ayant vécu la triste scène des 3 000 $ américains. Fofana Moukoubi nous en dit plus. Ici, nous sommes sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Cette foule assemblée dans cette partie comprise entre la commune de Ngiringiri et de Bandalungwa, à quelques mètres de l'arrêt dit Bambolé, a vécu la soirée d'hier, mardi 25 mars 2025, une scène horrible de braquage criminel ayant conduit à la mort d'un jeune débrieur, vendeur de crédit. Je suis le neveu de celui qui a été tué par balle. Il exerçait ses activités de vente quand il a été braqué. Ceux qui l'ont braqué étaient à 2. Quand le troisième est arrivé, il n'avait pas de masque. Il leur a donné tout son argent. Mais comme l'un d'eux n'avait pas de masque, il a exigé sa mort au risque de se faire découvrir. C'est ainsi qu'ils l'ont tué. Nous déplorons le fait que quand cette histoire se passe à Kinshasa, les agents de sécurité ne viennent pas au secours de la population que nous sommes. Ça fait mal au cœur. Nous sommes pourtant dans notre pays. Si l'État n'arrive pas à nous sécuriser, qu'il nous donne alors la chance de posséder les armes
pour notre autodéfense. Intervention. Il habitait ici avec moi sur l'avenue Kenge. C'est quelqu'un qui cherche son argent à la sueur de son front. Je les connais pour ça. Je n'ai pas compris. Hier, il a été visité par des bandits qui l'ont tué. Trop, c'est trop avec ce système. Les arbres, l'événement est 18h45. Donc, il y a déjà qui ça s'est passé vers 18h. Quand ils sont venus, c'est de l'autre côté qu'ils s'étaient placés. Ils prenaient de la bière et suivaient de près ces mouvements. Les auteurs du crime y ont laissé un casque. Avec, les autorités compétentes sont appelées à entamer des recherches qui aboutiront à leur détection. Toujours dans ce journal, il faut savoir que la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, mardi avec l'équipe d'experts internationaux de l'Organisation des Nations Unies conduite par Marie-Thérèse Keïta Bokoum. C'était sur la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle et en République démocratique du Congo. Cette équipe d'experts appuiera la RDC dans cette démarche qui visera notamment à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes graves, notamment dans l'est de la RDC. Les discussions ont également porté sur les stratégies pour garantir la justice et réparation aux victimes des atrocités commises par les troupes rwandaises et les supplétifs de 1-23. Judith Suminwa a accueilli favorablement le mandat accordé à cette équipe onusienne et de leur côté, les experts lui ont témoigné en retour leur soutien indéfectible. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement visant à renforcer les mécanismes des justices transitionnelles et à consolider la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. Dans notre registre à présent, à travers une déclaration commune, le jeune membre de la communauté katangaise du Lualaba revendique leurs droits au sein de la GECAMIN, étant donné la responsabilité de cette entreprise sur la gestion de plusieurs autres unités industrielles minières ainsi que les différents gisements miniers qui se trouvent au Katanga. Isaac Kianda, le correspondant d'Antenne A depuis le Lualaba, nous explique la situation. Nous, membres de la communauté katangaise, réunis en ce jour du 24 mars 2025 à Kolwezi, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale notre profonde préoccupation face à la situation alarmante qui prévaut au sein de la GECAMIN, pilier historique et économique de notre région et de la République démocratique du Congo. Considérant que la GECAMIN représente non seulement un patrimoine économique du Katanga, mais aussi un symbole de l'héritage et de l'unité de notre communauté. La mauvaise gestion actuelle menace gravement la survie de cette entreprise autrefois florissante avec des conséquences désastreuses sur les travailleurs, les familles et l'économie locale. L'absence de cadres compétents et engagés ici de notre région à des postes stratégiques compromettent les intérêts des populations katangaises et favorise les décisions éloignées des réalités du terrain. Le chef de l'État, garant de l'unité nationale, du respect des institutions, a pour devoir de veiller à une gestion équitable et responsable des ressources du pays, dans l'intérêt de tous les Congolais. En conséquence, nous demandons ce qui suit. 1. Le remplacement immédiat de l'actuel directeur et de son directeur commercial et opérationnel, en sigle DCO, dont la gestion a conduit à l'affaiblissement alarmant de la GECAMIN. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a procédé mardi à la présentation de son rapport de médiation des élections de 2023 et 2024 devenu complet à l'issue des législatives organisées dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. C'était dans la salle de conférence du Centre des handicapés sur l'avenue Willery dans la commune de Lagombe. Suivez.
Au cours d'un point de presse essentiellement focalisé sur les rapports de son rôle de la médiation au processus électoral de 2023 et 2024 en République démocratique du Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, se félicite d'avoir résolu pacifiquement 356 conflits sur les 377 enregistrés en engageant uniquement 143 agents sur terrain, dont 30, soit la majorité à Kinshasa, et 10 dans chacune des 10 autres provinces. Son souci de couvrir l'ensemble du territoire congolais et encore sa directrice exécutive, Mme Grace Lula, butée à des difficultés financières, fait qui prive à cette structure sociopolitique d'organiser un atelier de formation classique pour apprêter un nombre considérable des agents à déployer. CAFCO a commencé à déployer les médiateurs pendant les élections de 2018 avec la Situation Room, donc la veille électorale. Le rapport avait été présenté, les recommandations ont été données, entre autres de prendre en charge dans la législation électorale l'opération de médiation électorale, parce que les médiateurs, les médiatrices électorales font un grand travail sur terrain, plus que le travail des observateurs et des témoins, mais il n'y a pas de soubassement juridique. Par ailleurs, l'instance fêtière des organisations féminines d'obédience sociale et politique regrette que ce travail, qui se révèle comme garde-fou de la centrale électorale RD congolaise, soit toujours orchestré dans l'informel. Au niveau de la CENI, nous avons trouvé une oreille attentive. CAFCO est en train de se préparer avec d'autres partenaires qui travaillent sur la question électorale pour qu'au mois d'avril, on fasse une grande activité qui nous permettra au moment venu, lors de réformes électorales, d'introduire la question de la médiation électorale pour qu'elle soit prise en compte dans la loi électorale et que la CENI mette cela dans ses mesures d'application, de sorte qu'en 2028, et les témoins, et les observateurs, et les médiateurs aient leur accréditation et travaillent de façon normale. Il convient de rappeler qu'à travers les 2 derniers cycles électoraux, les femmes de la CAFCO ont démontré leur capacité à pacifier les processus alors que leur action se fait dans la précarité. Et cela prouve qu'elles feraient mieux davantage une fois reconnues et protégées par la loi en République démocratique du Congo. Parlons dans ce journal de la session ordinaire organisée dans l'optique d'améliorer les activités professionnelles de l'Agence congolaise des presses et qui s'est clôturée hier mercredi. Cette session a débuté depuis lundi 24 mars. Elle a réuni le directeur général, les administrateurs et le membre du secrétariat du conseil d'administration de l'agence. Et elle a permis, entre autres, la validation d'Ali Kalonga comme président du conseil d'administration de l'ACP. Polydor Ngaziami et Patim Bouzi pour plus de détails. Ouverte le lundi 24 mars 2025, la session ordinaire de l'Agence congolaise de presse a porté sur la validation du mandat d'un administrateur, l'état des lieux, la révision des textes et les perspectives à venir. 4 points qui concernent essentiellement le fonctionnement de l'ACP et ses problèmes. Pour la première journée des travaux, les participants à cette session, à savoir le directeur général de l'agence, les administrateurs du conseil d'administration et les membres du secrétariat du même conseil, se sont attelés à la validation du mandat du nouvel administrateur et à la bonne marche de l'Agence congolaise de presse. Occasion pour Ali Kalonga, dont le mandat a été validé en tant que président du conseil d'administration, d'évoquer la santé de l'agence eu égard au contexte dans lequel évolue le pays actuellement. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Si vous avez remarqué, presque tous les événements du pays, nous sommes présents vraiment en temps réel. Et notre bulletin commence à avoir moins de lecteurs parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et là, les informations, c'est de minute en minute partout dans le pays. Et c'est une bonne affaire. Nous attendons notre serveur ici pour qu'on soit encore plus performant. Ali Kalonga a rappelé à l'intention des participants les rôles et les missions de son agence. Texte à l'appui, en effet, a-t-il mentionné. Le conseil d'administration définit la politique de l'agence, détermine son programme, arrête le budget, approuve les états financiers de fin d'exercice,
fixe l'organigramme de l'agence et le soumet pour approbation au ministre des tutelles. Pour rappel, en 2024, l'agence congolaise de presse a été confrontée à plusieurs difficultés. Et parmi ces dernières, il faut citer le report des activités sur le projet 100 jours, le report des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ACP, le manque de financement et le problème juridique lié au manque de statut du personnel et du cadre juridique. Lors de sa prise de fonction, l'actuel président du conseil d'administration, Ali Kalonga, avait placé son mandat sous l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de l'ACP. Il s'agissait pour lui d'organiser en amont les échanges avec les différents services afin de booster l'ACP qu'il veut voir reprendre sa place et rivaliser avec les grandes agences. Voilà ce qui met un terme à ces journal. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. L'actualité reste en continu sur Antenne A.